bienvenue dans .vlog. Et oui, .blog évolue, et même si j'ai déjà fourni beaucoup de vidéos jusqu'à aujourd'hui, il y avait une évolution à faire. .blog ne pouvait plus rester du simple écrit statique. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se font par YouTube, que les gens préfèrent souvent voir des vidéos. Alors, je me suis dit qu'il était temps d'intégrer toutes ces vidéos qui ont déjà été produites à l'esprit même de .blog. Ce que vous êtes en train de regarder est une vidéo qui sortira sous le nom de .vlog, toujours sur ma chaîne YouTube bien évidemment, et qui va s'intégrer donc au processus naturel de .blog, qui continue bien évidemment son existence, et .blog va évoluer en partageant les articles entre articles écrits et articles sous forme de vlog. C'est le cas pour aujourd'hui, que vous allez comprendre de façon très simple, puisque il y a quelques jours, j'ai mis en ligne un article sur .blog qui vous présentait les Xamarin Essentials, et je me suis dit que pour la partie démonstration, eh bien, ça serait tout aussi vivant, et peut-être même plus, de le faire sous forme d'un vlog, plutôt que d'un nouvel article. Donc c'est parti pour ce nouveau format intégré à .blog. À tout de suite pour la démo. En deux mots, pour résumer de quoi il s'agit, les Xamarin Essentials, c'est une API, une nouvelle API, qui regroupe de très nombreuses petites choses qui étaient éparses jusqu'à maintenant, et qu'on retrouve regroupées sous une API commune, complètement cross-platform, avec beaucoup de choses comme on peut en attendre de ce genre de librairie, comme la lecture du compas magnétique, comme la lecture d'autres informations qui viennent des smartphones, ou prendre une photo, accéder, envoyer un mail, ou des choses comme ça. Avant, on savait faire, il existait déjà des plugins Xamarin Forms pour faire des choses comme ça, mais ça oblige à gérer beaucoup de choses de façon éparpillée. Les Xamarin Essentials vous permettent de le faire de façon beaucoup plus simple, en intégrant un seul package Nugget et en un seul namespace, et d'avoir tout sous la main en même temps. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez simple, mais d'assez visuel, d'où l'intérêt de le faire aussi de façon vivante sous forme de vlog. Nous allons tout simplement faire la lecture du compas. Alors vous allez voir que ça n'a rien d'extravagant, mais rapidement on peut arriver à quelque chose de très sympathique grâce aux Xamarin Forms d'un côté, avec C#, XAML bien entendu, et un peu d'astuces, et surtout avec les Xamarin Essentials qui vont nous permettre d'accéder très facilement, de façon cross-platform, aux informations dont nous avons besoin. Donc on va commencer tout de suite. Commençons par créer un projet. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire voir toutes les manipulations, j'en sauterai quelques-unes, c'est un vlog, pas un roman fleuve, et je ne vais pas vous ennuyer avec les petits détails. Mais regardons quand même le début de la mise en place. Donc on va faire un nouveau projet cross-platform, une application mobile Xamarin Forms, et on va l'appeler Compass Demo, tout simplement. Et on va laisser tout. Créer un répertoire pour la solution. On ne va pas l'ajouter au contrôle de source. On va faire ça directement. Je vais ajouter et je vais partir d'une application blanche. Je ne vais pas laisser l'application Windows ou WP, tout simplement parce que le compas magnétique, il faudrait un Windows Phone. Windows Phone n'existe plus, et je doute même que sur les surfaces les plus récentes, il y ait un système de lecture du compas magnétique. En tout cas peut-être, mais enfin ça reste un cas assez rare, et on voit mal quelqu'un trimballer son PC et le bouger dans tous les sens pour regarder si le compas fonctionne avec un PC de bureau. iOS, dans cet exemple, je vais laisser tomber parce que ça marche exactement de la même façon et qu'on ne va pas perdre de temps à mettre en route le Mac sur le réseau, etc. pour ça. Donc on va se contenter d'un projet Android, mais sachez que bien évidemment ce que je vais vous faire voir marche bien évidemment naturellement directement avec Android, iOS et aussi UWP, même si là, en l'occurrence, on va accéder à une fonction qui n'est pas présente dans la plupart des machines qui supportent UWP, c'est-à-dire les PC de bureau et les surfaces. Donc, on va être en .NET standard et non pas en projet partagé. On va dire OK, il va créer les projets. On se retrouve dans quelques secondes quand c'est terminé. Et bien voilà, il a créé le projet, la solution même, avec, on le reconnaît, le projet partagé, enfin partagé, le projet .NET standard bien évidemment, mais qui sera partagé par l'ensemble des projets natifs. Et puis le projet Android, qui lui est le projet natif dont pour l'instant nous n'allons pas nous occuper, puisque c'est l'avantage des Xamarin Forms, ça se passe de façon automatique. La première chose qu'on va faire, c'est d'aller dans notre solution pour aller gérer les packages Nugget. Donc on va voir ceux qui sont installés, ceux qui ne le sont pas. Alors bien évidemment, presque comme à chaque fois, on a des mises à jour, notamment celles des Xamarin Forms.
Et c'est fini. Nous avons notre Xamarin Form à jour dans notre solution. Donc maintenant, nous allons pouvoir parcourir les packages et nous allons demander Xamarin Essentials. Alors, à noter une petite chose, il s'agit pour l'instant d'une bêta. Il n'est pas encore fourni en version définitive et stable, donc il faut inclure la version préliminaire, donc inclure les versions préliminaires parce que c'est pas très bien traduit. Et nous avons Xamarin Essentials par Microsoft, et oui, puisque Xamarin c'est Microsoft depuis un petit moment maintenant. Donc on prend ce package, on l'installe partout, comme tous les packages qui contiennent des informations à la fois partagées et à la fois natives, et on installe la dernière version preview, donc qui est la 0.10, mais enfin bon, on s'en fiche, parce que quand vous lirez ça, vraisemblablement, soit ça aura encore changé de version de preview, soit tout simplement, on en sera arrivé à la version définitive. Et on est sur notre projet Blank Project, donc un projet dans lequel il n'y a pas grand-chose, il y a juste une main page par défaut avec le contenu que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est-à-dire juste un label qui écrit « Welcome to Xamarin Form ». Alors, Welcome to Xamarin Form pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais pour les autres, bien évidemment, on va s'attacher à faire quelque chose d'un tout petit peu plus sophistiqué. Il y a plusieurs façons de développer, bien évidemment, des exemples de ce genre-là. J'essaye toujours de les faire très proprement et de respecter l'esprit MVVM. On va le faire, bien évidemment, ici. Je vais simplifier, je ne vais pas utiliser Prism. Je vais le faire à la main, en créant une classe qui sera considérée comme étant le ViewModel, et tout simplement en la bindant à la main dans la view au niveau du constructeur de la vue. C'est-à-dire quelque chose d'un petit peu grossier pour du MVVM réel, mais ça fonctionne et c'est du MVVM. On va créer un certain nombre de choses, et notamment, on va créer d'abord un ViewModel que l'on va ensuite venir rattacher à la forme, c'est-à-dire à la main page, puisqu'ici nous n'aurons qu'une seule page dans ce projet. On se retrouve dans 2 secondes, le temps que je fasse ça pour ne pas vous ennuyer, et on y revient. Alors voici notre ViewModel. Pour faire simple, ce ViewModel doit être capable, bien sûr, de supporter eNotify Property Changed, et pour le faire, on a 50 000 façons. La plupart, enfin même tous les frameworks ou les toolbox MVVM permettent bien évidemment de le faire et proposent un type de base, une classe de base pour les ViewModels. Comme là, je vais n'utiliser aucun outil de ce genre, il faut le faire à la main. Donc ici, j'ai intégré tout simplement une petite librairie qui est faite par James Montemagno, que tout le monde connaît chez Xamarin, et qui est tout simplement un MVVM Helpers, enfin un truc vraiment de base pour faire des tests, donc aucun intérêt très très particulier. J'ai créé une classe, vous la voyez ici, elle s'appelle MainViewModel, puisque ce sera le ViewModel du main, et elle descend de MVVM Helpers base ViewModel, donc ce petit helpers qui, si on le regarde vite fait bien fait pour avoir une idée de ce que ça fait, c'est tout simplement un objet qui est un observable objet qui est une classe définie déjà à l'intérieur du même helpers, donc quelque chose qui supporte INPC, et puis les 2-3 fonctions habituelles qu'on a dans un ViewModel, c'est-à-dire éventuellement un titre pour la page, un sous-titre, des choses qu'on ne va pas utiliser ici, le isBuzzy, et puis un certain nombre de méthodes qui sont héritées de l'objet observable, c'est-à-dire surtout sa capacité à faire des set properties et à lever eNotify Property Change. C'est vraiment que ça qui nous intéresse dans cet exemple. En dehors de cette petite particularité qui serait totalement différente si j'utilisais Prism ou MVVM Lite ou autre chose, qui reviendrait au même, nous avons donc un constructeur extrêmement simple. Que fait ce constructeur? Il initialise visiblement 2 commandes. Des commandes, là, on va utiliser là aussi les outils MVVM qui sont fournis de base dans Xamarin Forms. New command de stop et de start, puisque c'est la commande de démarrage et d'arrêt en fait de notre système de monitoring du compas. Et ce stop et ce start, ce sont 2 méthodes privées, tout simplement. On va voir ce qu'on va mettre dedans. Qu'est-ce qu'on déclare en plus? On déclare une variable double heading qui sera donc la valeur numérique indiquant la valeur du compas magnétique, tout simplement, donc de 0 jusqu'à 360. Et nous aurons un heading display qui permettra d'afficher quelque chose d'un peu plus formaté et qui sera donc une chaîne de caractères. En dehors de ça, donc, on retrouve les 2 commandes qui sont des propriétés publiques,
stop commande et start commande, et on retrouve bien évidemment, donc, comme je vous l'ai fait voir, le start et le stop. En toute logique, on va commencer par le start. Dans le start, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler, tout simplement, alors je vais vous faire voir, on pourrait très bien l'avoir directement. Je vais faire xamarin.essentials, et vous voyez que derrière, on a plein de choses. L'accéléromètre, les app info, le baromètre, s'il y en a un bien sûr sur la machine, l'état de la batterie. On a énormément d'API en fait qui sont regroupées à l'intérieur de tout ça et qui sont vraiment très très importantes. Les device info, les unités de distance utilisées, faire un email, formater, les systèmes de sauvegarde d'énergie, la géolocation et donc la géolocalisation et l'encodage de la géolocalisation, le gyroscope, le launcher, le magnétomètre, beaucoup de choses. Et bien sûr, on retrouve un utilitaire de type mainthread qui permet d'invoquer des méthodes sur le thread principal. Bon, voilà, ça c'est des choses habituelles quand on ne veut pas avoir un blocage de lui, bien évidemment, et qu'on intervient depuis un thread différent du thread main. Donc, voilà tout ce qui est là-dedans. Mais on peut utiliser aussi directement ce qui va nous intéresser en demandant Compass. Donc on voit Compass qui est une classe in Xamarin Essentials. Donc Compass, on va s'abonner forcément à la méthode, à l'événement qui permet d'être prévenu à chaque fois que le compas change. Donc on a bien évidemment reading change qui est un événement. Donc, plus égal. Nous avons compass reading change avec une gestion d'événements pour ce faire. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on va faire de plus? Derrière, on va commencer la lecture, initialiser la lecture de notre compas. Donc on va dire compass.start. Et ici, on a le choix entre plusieurs variantes, qui est le sensor speed, c'est-à-dire à quelle vitesse le senseur, la sonde, on va dire, est interrogée par le programme. Donc on a sensor speed, qui est une énumération. Et vous voyez que vous avez le fastest, donc ça obtient les données le plus vite possible. De type game, c'est-à-dire obtenir des données qui sont à une fréquence qui est adaptée à la création d'un jeu, donc assez réactive. Normal, qui est donc le rythme normal d'interrogation. Et UI, qui est tout simplement une façon naturelle d'appeler cette interface, cette API, quand elle doit mettre à jour des informations à l'UI. C'est exactement ce qu'on va faire, donc on va utiliser ce mode, mais je vous invite éventuellement à regarder la doc des Essentials, et plus regarder même le code, puisque c'est en open source, pour voir exactement quelle différence il y a dans le code quand on fait ce genre de choses. Bon, on a démarré notre compas. Bon, c'est assez sympa, maintenant on va pouvoir l'arrêter. L'arrêter, alors c'est assez simple, hein. Compass.stop. Vive l'intelligence. Et puis, comme d'habitude, quand on s'abonne à un événement, c'est bien de se désabonner. Et on va copier ce truc ici et le transformer en moins. Tout simplement pour dire quand on s'arrête, on arrête aussi l'événement. C'est plus propre, c'est plus clean. Il n'y a pas à chercher, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis maintenant, dans le reading change, qu'est-ce qu'on fait au moment où la lecture du compas magnétique va changer? Donc à chaque fois que notre événement va être appelé. Enfin, notre gestionnaire d'événements, bien évidemment. Eh bien, c'est assez simple. On va dire tout simplement que le heading, donc la valeur double, hein, et la propriété pour être sûr que le eNotify property change soit déclenché, le heading est égal à quoi? On a des compass change event args, comme vous pouvez le constater. Donc le E, point, tout simplement, reading, et heading magnetic north. Donc on va détecter le nord magnétique. Voilà. Et puis, pour ce qui est du heading display, le heading display, lui, va afficher quelque chose de plus formaté. Donc on va utiliser une chaîne de ce genre-là, qui est le heading, deux points, et puis on va intégrer
heading, tout simplement. Un start et un stop, l'appel du compas, et c'est bon. Alors avec ça, on pourrait tout simplement avoir un label pour afficher le compas, ce serait pas très très rigolo. Donc on va essayer de faire quelque chose quand même d'un tout petit peu plus sympa, même si ce n'est qu'une petite démo à l'intérieur d'un vlog. Donc je vais mettre en place 2-3 choses au niveau du code XAML de la main page, et on se retrouve dans 2 secondes. Alors avant de passer à la vue proprement dite en XAML, dernier petit passage sur le code C#, parce que bien évidemment, il reste 2-3 petites choses à mettre au point pour lisser tout ça. On remarquera en haut les 2 using, d'abord pour l'Xamarin Forms et pour l'Xamarin Essentials. J'ai supprimé les using inutiles parce que c'est beaucoup mieux. On voit aussi que dans le constructeur du ViewModel, pour des raisons de simplicité, on va automatiquement démarrer le suivi du compas. Donc on a ici if start command can execute la commande de start. Et puis, exemple pour exemple, je ne peux pas me refaire, le coup d'avoir une propriété string pour le heading qu'on formate en double de la propriété heading, non, c'est pas possible, ça me gênait trop, donc j'ai supprimé cette propriété stupide qui ne sert absolument à rien, et on verra dans la vue comment on peut utiliser un string format pour pouvoir utiliser le double et le mettre en forme directement en XAML et non pas créer des propriétés inutiles, car vraiment ça me gênait trop, on ne peut pas se refaire, hein, je ne peux pas supporter le code qui est mal fait. Donc bon, donc c'était une erreur de départ. Reste plus qu'à brancher tout ça à notre vue XAML. Alors voici la vue XAML. De quoi est-elle faite? C'est une page, c'est la main page, hein, puisqu'il n'y a qu'une seule page dans cette application. C'est donc une content page avec ce qu'il y a de plus normal dans ces déclarations. Et on va noter juste quelques petites particularités. Vous noterez qu'au début de cette content page, je déclare dans son binding context directement le local main view model. C'est-à-dire que c'est dans la vue XAML que le main view model va être forcément créé et rattaché à la vue. Alors c'est pas une mauvaise façon de pratiquer pour faire du MVVM, c'est juste que c'est moins souple si on veut faire du mocking, si on veut fournir plusieurs view models ou rattacher les vues différemment. La plupart de tous les systèmes et les toolbox MVVM ont pour particularité de permettre un routage et de permettre un découplage fort entre la vue et le ViewModel. Ça se discute vraiment beaucoup, hein. Très personnellement, j'ai rarement vu d'application où le budget est suffisant pour qu'on puisse développer des tests, des mockings. Bon, les unit testing, ça fait 20 ans qu'on en parle et en fait presque personne n'en fait. Donc dans la réalité, c'est souvent comme ça en fait qu'il faut pratiquer, pour aller vite, pour être propre, surtout pour une application smartphone où les vues sont de toute façon faites pour leur view model, et les view models sont faits pour les vues, il ne faut pas être hypocrite. Mais dans une application professionnelle où on va utiliser une boîte à outils MVVM, comme Prism, comme MVVM Lite ou autre, on suivra plutôt un pattern de découplage fort. Mais ici, ça marche très bien, c'est du MVVM. La vue connaît son view model. C'est l'inverse qui en MVVM ne doit pas être fait. C'est-à-dire que c'est le view model qui ne doit pas savoir par quelle vue il est affiché. Mais une vue, qu'elle connaisse son view model, ce n'est pas, à mon sens, une violation de MVVM. Dans le sens où une vue, elle est conçue pour afficher des données, et ces données, elles ne sont pas totalement abstraites, elles viennent bien d'un view model qui doit correspondre à un minimum, à une API minimum, elle doit avoir certains noms, les noms des commandes, les noms... Donc, que la vue connaisse son view model, ça n'a absolument aucun espèce d'effet négatif sur l'esprit même de ce qu'est MVVM. Maintenant, dans la réalité, sur des gros projets, on essaye de faire ça proprement, notamment puisqu'on y est aidé ou voire poussé par les boîtes à outils MVVM. Donc ça, c'est la première chose à voir. La deuxième chose, c'est le contenu de notre page. Notre page, ça va être une grille. Cette grille, on la voit ici. Elle contient 3 lignes, 3 rows qui ont été définies. La première est en étoile, les 2 autres sont en automatique. Et qu'est-ce que contient cette grille? Cette grille, elle contient un certain nombre de choses très simples. La première, c'est une image de fond qui est Compass 555, image que l'on retrouve dans le projet Android, dans les drawables, et qui est ici. Cette image-là, si on passe le curseur dessus, on voit que c'est une espèce de rose des vents, en fait, hein, nord, sud, est, ouest. Elle est affichée en rose 0, fill and expand. Elle se met sur l'espace qui lui est dédié.
dans la même row 0, on va afficher, mais cette fois-ci centré, une image qui s'appelle Compass Needle 555, qui est ici. Vous voyez, bon, une petite aiguille de compas tout à fait simple, hein, le 0 étant en haut et représenté par une partie rouge qui pointe en fait le pointeur. Et puis dans la row 1, on va mettre un label qui reprend le heading, et c'est ici bien évidemment qu'on met le string format avec le 0f2 pour dire qu'on veut 2 décimales, et ça évite totalement d'avoir à déclarer bien évidemment cette espèce de propriété complètement idiote de heading display qui était mise en forme à l'intérieur du viewModel. Ça c'est crétin. XAML est fait pour ça, on l'utilise, et on n'a qu'une seule propriété bien sûr, un code moins gros, enfin bref, tous les avantages de faire du code qui est propre, tout simplement. Et puis enfin, tout en bas de la page, dans la dernière row, la row numéro 2, donc la troisième, on va avoir juste une petite grille qui coupe tout ça en deux pour avoir une partie droite, une partie gauche. Dans l'une, on met un bouton qui va être le bouton Start, et dans l'autre, à droite, on va avoir un bouton qui est relié à la commande Stop, tout simplement. On a vu que par défaut, le viewModel lançait la commande Start, donc on pourra après, une fois que le programme fonctionne, stopper ou remettre en route la gestion du compas. Après ça, il ne reste plus qu'à regarder comment ça marche. Lançons sur l'émulateur le programme. L'application est déployée, elle va s'afficher, et voilà notre magnifique application avec donc le compas qui est dessiné en fond, l'aiguille qui est dessinée par-dessus. Alors là, on n'a pas fait de... On aurait pu mettre un petit rond au milieu, un shadow, enfin bon, c'est un vlog et c'est juste un programme de démo. Ici, on a la row 1, donc qui contient notre heading qui est formaté en XAML et pas par une propriété string. Et puis la troisième row avec à gauche le start et le stop, sachant que le start a déjà été lancé de façon automatique. Donc on va afficher les propriétés particulières de l'émulateur pour simuler le mouvement droite-gauche. Alors je vous l'aurais bien fait voir directement sur le Pocophone F1 que j'ai reçu il y a quelques jours, parce qu'une démonstration en live c'est quand même déjà plus sympa. Mais dans mon bureau, vu le bordel magnétique qui y règne, on peut tourner dans tous les sens, l'aiguille elle indique n'importe quoi. Il faudrait que je me place ailleurs dans la maison et transporter les moyens de vidéo ailleurs, et c'est pas vraiment très simple. Mais au passage, je vous dis, utilisez, achetez le Pocophone F1. Hein, je veux dire, être des pigeons pour acheter un truc à plus de 1000 boules pour un Apple ou même un Galaxy, je veux dire, il faut vraiment être fou hein, pour faire ça. Hein, je veux dire, pour 300 et quelques euros, vous avez un Pocophone F1 qui est une vraie bombe. C'est vraiment un super téléphone, très bien fait. Un quart du prix hein, d'un flagship Samsung ou Apple. Très honnêtement, même si dans un an il vous plaît pas, vous aurez pu vous en payer 4 pour le même prix. Hein. Même s'il casse, ça veut dire que vous pouvez en changer tous les trimestres. Hein, et ça m'étonnerait qu'il soit mort au bout de 3 mois. Donc voilà, ça c'est la petite aparté parce que je suis scandalisé par le prix des flagships en ce moment chez Apple et chez Samsung qui lui court derrière. Donc revenons avec un peu de décence dans les prix. N'oublions pas quand même qu'il y a des gens qui travaillent 20 heures par mois au SMIC et qui touchent à peu près 600 euros par mois. Faut arrêter quand même, faut arrêter à un moment ou à un autre. Faut un peu de décence. Donc ceci étant dit, je ne peux pas vous faire la démonstration en live parce que voilà, dans mon bureau, il y a trop de machines et il y a trop de champs magnétiques qui passent à droite et à gauche et ça ne marche pas. Donc on va se contenter de simuler les mouvements sur l'émulateur. Il est fait pour ça. Donc dans un premier temps, on va incliner notre téléphone à plat, comme si on était sur le terrain, et puis on va simuler qu'on le fait tourner à droite et à gauche, hein, qu'on se déplace. Et là, vous voyez que quand on se déplace à droite et à gauche, voilà, ici on va se retrouver par là, et là on va se retrouver ici. Donc par exemple ici, l'aiguille indique le nord, hein, on voit que le heading est à 2,17, donc on est bien au point 0 quasiment. Donc là, on serait face au nord, et si on tourne un petit peu, hop, là, ça voudrait dire que notre téléphone pointe vers l'ouest, et là, vers le sud, etc. Donc on a vraiment quelque chose d'assez sympathique. Si j'appuie sur Stop, on voit que ça n'a plus d'effet, l'image est bloquée, normal. Quand je rappuie sur Start, notre compas se remet à fonctionner et à réagir directement à tous les mouvements du téléphone. Voilà pour cette petite démo très, très simple hein, sur les Xamarin Essentials.
et qui nous permet de remettre un peu les choses en place. Ça me permet aussi de faire un peu un test pour le format de ce vlog, que je vais essayer d'être ni trop long ni trop court. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ça, comme on dit sur YouTube, mettez des petits pouces bleus. Surtout, mettez des commentaires aussi, parce que ça prouve qu'il y a de l'activité sur la vidéo et qu'elle suscite un minimum d'intérêt. Dites-moi surtout ce que vous en pensez. Est-ce que ce format est trop long, trop court, mal adapté? Est-ce que vous y verriez d'autres adaptations à faire? Enfin bref, c'est open. À vous de vous exprimer. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, donc le premier Dot Vlog, le numéro 1 de Dot Vlog, et pour mes 10 ans de MVP et pour les 12 ans d'existence de Dot Blog, ça valait bien la peine de faire une petite évolution. Je vous remercie et à très bientôt pour un autre Dot Vlog.